Vendredi 21 janvier 2022, toutes nos excuses pour ces quelques petites minutes de retard. Bonjour et bienvenue dans le 13h de RTI. Hier, c'était l'ouverture de la deuxième édition des Journées nationales du commerce équitable. C'était à la Kestab, au plateau, à l'initiative du RIS, le réseau ivoirien du commerce équitable. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable y était présent, plusieurs associations étrangères également. Hier, c'était aussi jour de fête en Côte d'Ivoire. Nous avons retrouvé nos éléphants footballeurs comme on les aime. Hier, ils ont aussi sérieusement écrasé les Fennecs d'Algérie qui peuvent rentrer à la maison au fin de parcours pour les champions en titre. La Côte d'Ivoire, elle est en route pour une longue série de victoires. L'actualité, c'est aussi cet accident au Ghana. Un camion transportant des explosifs a sauté après un accident de la route. Le premier bilan officiel fait état de 17 décès et de 59 personnes blessées, dont certaines dans un état critique. C'est une collision entre le camion bourré d'explosifs et d'autres véhicules. On démarre cette édition avec cette activité du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Moussa Sanogo était récemment face au patronat pour lui présenter sa nouvelle réforme en matière de contrôle fiscal. On est passé à la digitalisation du contrôle fiscal, la dématérialisation de tout le processus. Comment ? Pourquoi ? Cela répond à quels besoins ? Cheikh Koné s'est renseigné pour vous. Contrôle fiscal, moment de tourmente et d'angoisse chez bon nombre de contribuables est au centre de toutes les polémiques. Harcèlement fiscal ou montant d'imposition jugé en inadéquation avec les activités de l'entreprise. Tout y passait. Mais ces griefs ne sont bientôt qu'un lointain souvenir. Une réforme pour digitaliser ces contrôles vient d'être créée par le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Face au patronat, Moussa Sanogo en expliquait les grandes articulations. Faire en sorte donc que le contrôle fiscal, qui est un outil à la disposition de l'administration fiscale, qui se fasse dans les meilleures conditions, qu'on ait des contrôles fiscaux pour lesquels il y ait moins de crispations, moins de difficultés, que les opérations soient tracées et qu'ensemble avec le secteur privé, on puisse apprécier la qualité du travail qui a pu être fait, ou en tout cas s'il y a des insuffisances qui ont pu être relevées, qu'on puisse les constater également ensemble pour pouvoir les corriger. L'amélioration de l'environnement du contrôle fiscal était une préoccupation majeure du secteur privé et donc nous nous réjouissons de ce que le gouvernement, le ministère du Budget ait pris des initiatives pour mettre sur la table des solutions. Cette transformation digitale, comme l'a précisé le ministre du Budget, sera poursuivie avec l'administration digitalisée de la TVA qui va rentrer en vigueur en février 2022. Des réformes aux enjeux importants expliqués aux opérateurs économiques présents. Plusieurs d'entre eux ont soulevé des préoccupations auxquelles le ministre a donné quelques éléments de réponse. L'occasion était toute trouvée pour le patronat de relancer la polémique sur le niveau de la pression fiscale en Côte d'Ivoire. Une pression jugée excessive par le secteur privé qui avance des chiffres de l'ordre de 30% de pression. Nous militons, nous discutons pour que, donc, à l'avenir, nous allions vers une politique fiscale un peu plus allégée pour qu'on aille dans le sens d'une réduction de la charge fiscale des entreprises. Et nous pensons que ça pourrait être également un élément pour permettre l'élargissement de cette assiette fiscale-là. Et c'est une question de point de vue. Si on regarde la chose d'un point de vue macroéconomique, si on regarde la chose au niveau de celui qui paye, je pense que la chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que nous devons travailler à élargir la population fiscale pour faire en sorte donc, que tout le monde puisse payer déjà l'impôt et puis ensuite que nous travaillons à travers nos différents services à faire en sorte qu'on paye le bon impôt. Depuis le 4 janvier, l'année fiscale 2022 est rentrée en vigueur. En dépit de quelques critiques, le secteur privé dans son ensemble salue le faible taux de mesures fiscales contraignantes. C'est parti pour les Journées nationales du commerce équitable 2022. Le commerce équitable, c'est un échange économique où la partie la plus puissante s'engage à respecter les intérêts de la partie la plus défavorisée. Hier, c'était donc le lancement de la deuxième édition à l'initiative du RIS, le réseau ivoirien du commerce équitable, et c'est le ministre de l'Environnement qui a procédé à son ouverture. Cheikh Koné, reportage. Le commerce équitable au cœur de la coopérative, c'est le thème qui a sanctionné cette deuxième édition des Journées nationales du commerce équitable.
Un concept qui replace les producteurs au cœur du système à travers le respect des principes d'équité et de transparence. Le premier, c'est d'assurer un revenu décent, un prix rémunérateur aux producteurs. Donc de s'assurer qu'il couvre le coût de production et qu'il va au-delà pour que le producteur puisse tout simplement vivre décemment de son métier. Ensuite, c'est une prime de commerce équitable qui est remise aux coopératives. Des coopératives qui peuvent alors mettre en place des projets communautaires de développement de leur territoire. Ensuite, ce sont des coopératives qui sont organisées de manière démocratique et qui représentent la voix de leurs producteurs membres, qui ont tous une voix lors de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. Depuis son introduction en Côte d'Ivoire, le commerce équitable dans le secteur agricole connaît une ascendance inattendue. D'une seule organisation en 2004, on dénombre aujourd'hui plus de 260 organisations des producteurs certifiées en Côte d'Ivoire, représentant environ 300 000 producteurs. Les volumes de cacao vendus aux conditions du commerce équitable sont passés de 25 tonnes en 2004 à plus de 250 000 tonnes en 2020. Selon une étude comparative commandée par le label Fairtrade, les producteurs de cacao du même label ont augmenté leurs revenus de 85% au cours des 4 dernières années. Une avancée saluée à juste titre. Je félicite donc le réseau ivoirien du commerce équitable pour ces journées qui s'inscrivent pleinement dans la politique nationale de préservation de l'environnement. Je voudrais féliciter également toutes les coopératives, les producteurs et productrices qui démontrent chaque jour leur détermination à aller de l'avant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. À l'ouverture de ces journées, une conférence inaugurale sur l'impact du commerce équitable a été tenue. Bien avant, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a visité les exposants dont plusieurs viennent de l'extérieur du pays. Ouvert ce jeudi, ces journées referment leurs portes ce vendredi. Le réseau ivoirien du commerce équitable, REIS, initiateur de ces journées, est une association d'organisations de producteurs certifiés commerce équitable Côte d'Ivoire. Il compte à ce jour 9 coopératives. On parle d'agriculture et le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ce succès est apprécié au-delà de nos frontières et nos voisins veulent s'en inspirer. Notre modèle de développement agricole impressionne par exemple la Guinée. La Guinée qui a dépêché cette semaine même une délégation en Côte d'Ivoire. Les émissaires du gouvernement guinéen ils ont visité les installations agricoles à Yamoussoukro au centre du pays. Soro Corona, RTI Boaké. Les émissaires du gouvernement guinéen aux côtés du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural au Centre d'innovation des technologies de l'ANACAD. Une usine-école née de la réforme impulsée par le président Alassane Ouattara pour la performance et la compétitivité de la filière ANACAD. Ce n'est pas qu'une usine, c'est une plateforme de démonstration des bonnes pratiques de gestion d'une usine à travers des formations, des études d'accompagnement sur tout le procès d'installation d'une unité industrielle. On accompagne les promoteurs dans la structuration de la gestion de leur unité industrielle et mettre en place avec eux tous les outils de bonne gestion, autant au niveau technique qu'au niveau même économique, financier et commercial. Ici, 136 000 tonnes de produits finis en 2021 et pour 2022, entre 150 000 et 200 000 tonnes de noix de cajou à transformer. Toute la chaîne de transformation passée à la loupe. Idem à Maounou, sous-préfecture de Kossou, pour comprendre le mécanisme de production bananière dans cette plantation de 200 hectares. Nous n'avons jamais mis de pesticides ni d'herbicides dans nos champs. Il y a 35 hectares qui sont déjà biologiques et le reste est en conversion et donc le sera dans 2 ans et demi. Autre production agricole ivoirienne d'attraction, le manioc via les champs du projet pôle agro-industriel du Bélier. De quoi inspirer la Guinée. Quand on voit ce que la Côte d'Ivoire a pu faire ces 10 dernières années, c'est clair qu'il y a des choses qui se passent bien ici. Il y a de l'organisation qui est appréciée ici. Et dans le cadre de la coopération Sud-Sud, on s'est dit qu'on viendra à côté de nos frères pour avoir des discussions sincères et franches, pour apprendre les bonnes choses d'ici et pour aller améliorer les politiques qu'on est en train de mettre en place en Guinée. Je voudrais remercier mes collègues ministres qui sont venus vers nous. Nous ne sommes pas des modèles plus que eux, mais s'inspirer du modèle de la Côte d'Ivoire, cela veut dire que nous sommes un exemple
auquel le pays frère, la Guinée, veut ressembler. Avec presque le même potentiel agricole que son voisin, la Guinée produit la noix de cajou, la banane et le manioc, mais à des échelles loin derrière celles de la Côte d'Ivoire, bien longtemps révélée pays agricole. Et en matière de lutte contre le coronavirus, ce serait bien que nous soyons aussi des exemples. Respectons les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est simple et ils peuvent nous sauver. En plus, faisons-nous vacciner, en tout cas si nous souhaitons être à l'abri de cette maladie. Cette maladie qui a déjà emporté tant de vies, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde. Notre pays compte de nombreux morts de Covid aujourd'hui. Le monstre en a affecté de nombreux hommes et femmes depuis mars 2020 et à l'heure où je vous parle, ils sont nombreux encore en train de lutter contre cette maladie. Allez, on l'oublie un moment, ce corona, et on en vient à la CEMU en Côte d'Ivoire, la couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins pour un régime d'assurance maladie. Pour des prestations appréciables et une meilleure prescription des médicaments, les médecins des mutuelles sociales sont formés à l'initiative du PASS, le programme d'appui aux stratégies sociales. Godefroy Okambawa. La mise en œuvre de la couverture maladie universelle nécessite de la part des médecins une bonne compréhension de cette nouvelle politique de financement des soins de santé des populations. C'est ce qui justifie ce renforcement de capacité des médecins des mutuelles sociales. Il s'agira d'aider ces acteurs de la santé à réussir leur adaptation dans la délivrance des prestations liées à la CMU. Tout ne peut pas se régler à travers une formation. Mais une chose est sûre, nous avons eu les outils déterminants pour avancer. Et c'est ça qui est le plus important. Et sur le terrain, nous nous battrons pour que nos populations aient ce minimum-là. L'objectif avec le PASS, qui est notre partenaire, c'est de faire en sorte qu'un plus grand nombre d'Ivoiriens aient accès aux médicaments et aient accès à des soins de qualité. Pour le programme d'appui aux stratégies sociales PASS, la compétence des médecins conseils des mutuelles devient un enjeu important dans l'application effective de la CMU. C'est une réforme importante qui a été mise en place en Côte d'Ivoire et le travail de sensibilisation est un travail continu. C'est donc un atelier très important qui est le premier d'une série d'ateliers pour renforcer les capacités des médecins qui sont dans les mutuelles pour qu'ils puissent s'approprier cette réforme de la couverture maladie universelle. Selon le PASS, cet atelier de renforcement de capacités sanctionné par un certificat aux participants aura permis d'outiller ces médecins au service des mutuelles sociales dans la pratique et la coordination des prescriptions dans le cadre de la CMU. L'amour, le bonheur, le plaisir de l'autre, c'est exactement ce que eux, ils détestent. Ils préfèrent installer la chienlit, affecter, tuer, massacrer. Et voilà ce dont se délectent les terroristes. Sans raison valable, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et j'en passe, partout, ils sévissent. On se souvient qu'en juin dernier, une patrouille des forces armées ivoiriennes était l'objet d'attaques sur l'axe Téini-Togolokai, frontière burkinabé. La menace est réelle. Les populations dans le septentrion ivoirien vivent dans l'angoisse permanente. Il faut mettre fin à l'hémorragie. Le gouvernement ivoirien a décidé de prendre des mesures. Et là, Alexis Ouedraogo nous en fait un point détaillé dans ce document. Sauf changement de dernière minute, le Premier ministre Patrick Achi sera cette fin de semaine dans les villes de Téini, Kafolo et Toubo. Des zones dites à risque en matière de terrorisme, avec une jeunesse de plus en plus courtisée. Il nous a été remonté que pour une moto et 500 000 francs, des gens acceptaient de s'engager pour apporter du soutien aux terroristes, souvent du soutien pratique, mais très souvent du soutien logistique ou des informations sur la position de nos forces. Alors, il nous est donc remonté ce genre d'informations qui nous ont amenés sur place des gens en local à initier des tournées de sensibilisation, à parler aux populations, à parler aux différents leaders communautaires et religieux, afin que ceux-là puissent ventiler au maximum l'information sur les risques que nous courons tous à laisser pénétrer chez nous ces actions terroristes. La région du Boukani compte plus de 700 villages, 16 sous-préfectures
4 départements et reste à ce jour l'une des régions les plus vulnérables du pays. C'est à l'occasion de ces dernières années-là que cette zone connaît des écoles, des dispensaires, de l'eau potable. C'est une zone qui était à l'abandon. Voilà pourquoi les terroristes ont choisi d'y aller. Parce que les populations y étaient plus vulnérables. Le Boukani est déjà l'une des régions les plus pauvres, mais cette sous-préfecture est la plus pauvre du Boukani. Face à ce tableau, le gouvernement multiplie projets de développement locaux et dispositifs sécuritaires. Il va plus loin cette semaine avec la visite du chef du gouvernement et la mise en place du fonds spécial en faveur de la jeunesse. C'est un ensemble d'initiatives qui part donc depuis la formation, avec à la clé l'insertion, au financement donc des projets, mais en nous appuyant sur des équipes au niveau local. D'ailleurs, un comité local a été mis en place, comité présidé par les préfets. Et au sein de ce comité, nous avons les représentants de toutes les couches, jeunes, femmes, collectivités territoriales, représentants des forces de défense et de sécurité. D'une enveloppe de 8 milliards de francs CFA, le programme va s'étendre à plusieurs régions aux frontières et devrait à son terme impacter plus de 60 000 jeunes. Les zones concernées, c'est le Boukani, c'est le Poro, c'est le Tchologo, c'est la Bagoué, c'est le Folon et c'est le Denguélé. Donc c'est toutes ces zones-là qui sont des zones frontalières. Et l'approche originale de ce projet, c'est qu'on ne va pas se limiter dans les grandes villes, c'est justement aller au plus près des populations, villages sous préfecture, qui justement sont impactés indirectement par ce qui se passe donc au nord de la Côte d'Ivoire. La lutte contre le terrorisme est aujourd'hui une priorité pour chaque État et la Côte d'Ivoire entend bien tirer son épingle du jeu. À partir du moment où le Premier ministre, le chef du gouvernement, avec l'ensemble de son gouvernement, ont bien compris la nécessité d'intéresser ces populations en les mettant en activité, notamment les jeunes qui représentent au moins 80% de nos populations sur place là-bas. Si ces jeunes-là sont donc en activité, l'espoir naît chez ces populations-là. Elles espèrent donc construire des familles et devenir des femmes et des hommes qui comptent. Il n'y a pas de raison de se jeter dans des aventures. Beaucoup de pays n'ont pas anticipé sur ce genre de situation, notamment traitant l'extrême vulnérabilité au sein de la population. On a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, au-delà du programme spécifique pour les jeunes, mais c'est d'autres actions que le gouvernement est en train de mener. Le désenclavement de ces régions, avec les routes qui sont en train d'être faites, l'électrification dans ces zones, la construction d'hôpitaux, de centres de santé, et puis je peux même vous dire, le fait même de mettre des antennes de téléphonie mobile, etc. Donc c'est un ensemble d'actions coordonnées dont fait partie le programme en vue de l'autonomisation des jeunes. Donc c'est une réponse cohérente, globale, que le gouvernement essaie d'apporter, en plus de la réponse militaire qui est déjà apportée et qui montre son efficacité. Et l'action est urgente. Au Burkina Faso, depuis bientôt 7 ans, les populations vivent dans la peur de ces groupes armés qui ont fait au moins 2000 morts et 1,5 million de déplacés. Un peu plus loin, au Niger, le pays lui fait face à des niches de famine. Selon les Nations Unies, plus de 5 millions de personnes pourraient être en situation d'insécurité alimentaire du fait des menaces terroristes. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le social comme solution, c'est un sujet signé Arnaud Kofi et Alexis Ouedraogo, Alexis du service politique de la rédaction de RTI. Heureusement qu'à côté de ce terrorisme malfaisant, il y a aussi de bonnes raisons de rire, sourire, éclater de rire. Le rire déclenché par l'humour made in RTI 1, c'est Bonjour. Bonjour 2022 qui a déposé ses valises à Toumoudi au centre de la Côte d'Ivoire. La pléiade d'humoristes, toujours plus inspirés les uns que les autres, ont fait vibrer le stade de la ville. Allez demander aux habitants de Toumoudi combien le spectacle était formidable. Parc Gasso reconnaît. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes ni au réveillon du 31 décembre, ni à la fête du Nouvel An, encore moins au lancement d'Abidjan Ville Lumière, mais bien à Bonjour Tour 2022 de la RTI au stade de Toumoudi. En plus des feux d'artifice, les humoristes sur le podium apportent de la joie aux populations de cette localité. Viens, viens. Bla, 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 bla. Viens ici. Ah. Retourne-toi. Va comme ça.
Oh, les Blancs sont forts. Oh, vous allez pas, ils peuvent faire ça, mais ils ne peuvent pas faire. Et mais ils peuvent s'envoler pour aller faire, mais ils ne vont pas faire. Équipe de Côte d'Ivoire, André Loto. Tu paries 10, 30, ça vient 0-1, 0-3. Et puis ça vient en bas, même double chance, tu es mort comme ça. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous salue. Quand vous êtes assis, regardez à côté. Il y a des personnes du nord, il y a des personnes de l'est, il y a des personnes du sud, il y a des personnes de l'ouest, il y a des personnes du centre. C'est pas beau ça pour la Côte d'Ivoire? C'est cette cohésion qui va nous amener très loin. Parce qu'ensemble, on est toujours plus forts. Les feux d'artifice dans le sel de Toumoudi, mais aussi l'arrivée de Bonjour, une initiative de la ministre-gouverneure du district de Lac, Raymond Goudou Kofi. Nous allons regarder notre voisin, si on ne le connaît pas, et même si on le connaît, on lui dit simplement « Bonne soirée ce soir à Bonjour 2022 ». La paix à Toumoudi, la cohésion à Toumoudi, l'amour partagé à Toumoudi et surtout le vivre ensemble à Toumoudi. Le public de Toumoudi, lui, n'a pas boudé son plaisir et souhaite le retour de Bonjour l'année prochaine. J'ai vu souvent à la télévision. Aujourd'hui, j'ai été content de venir les voir en direct. Vraiment, je suis très heureux. Je dis merci à Madame la ministre. Toumoudi, il n'y a vraiment pas d'événement de ce genre. Et Bonjour, ça permet aux riverains de Toumoudi de prendre du bon temps. L'équipe de Bonjour est la bienvenue à Toumoudi et nous espérons qu'ils viendront chaque année. Je ne peux que souhaiter la paix en Côte d'Ivoire. Prochaine étape pour équipe de production et humoristes Grand Bassam, Aboisseau et Jacquesville respectivement, les vendredis 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier prochains. Mais hier soir, le rire a dépassé les frontières de Toumoudi. C'est toute la Côte d'Ivoire qui était dans le bonheur absolu. Mais on y revient juste après ça. Fin de Cannes pour le champion en titre, le champion d'Afrique en titre. L'Algérie a plié bagage, retour à la maison. Ils ont été piétinés par les éléphants qui ont gagné hier avec panache. Bien que qualifiée, la Côte d'Ivoire n'a pas abordé son dernier match la fleur au fusil. Au contraire, elle a même giflé l'Algérie. 3-1. Côte d'Ivoire-Algérie affiche du rêve. Choc de prestige entre les éléphants et les fennecs. Très attendu depuis le tirage au sort et qui a pris plus de piment après les 2 premières journées. Les 2 équipes jouent gros pour le compte de la 3e journée. Dernière du groupe E et avec seulement 1 point, l'Algérie joue sa survie face à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de leur côté ont l'occasion non seulement d'éliminer le tenant du titre, mais aussi de s'assurer la première place du groupe. Une rencontre décisive que les poulains de Patrice Baumel entament idéalement avec quelques situations. Dominateur, la mainmise ivoirienne sur le match se confirme à la 23e minute avec l'ouverture du score signé Franck Kessié. Dans la dynamique, il est imité par Sangaré Ibrahim pour le but du break. 2-0 à la pause. Menacés par une éventuelle égalisation en seconde période, les éléphants se mettent à l'abri avec un 3e but grâce à Nicolas Pépé. En dépit de cet avantage en faveur de la Côte d'Ivoire, les Algériens ne sont pas résignés. Ils obtiennent un pénalty discutable. Riyad Mahrez se présente et manque l'occasion de réduire le score. Échéance retardée, à force de pousser, ils finissent par être récompensés de leurs efforts avec la réduction du score qui porte la griffe de Sofiane Ben Debka. Score final 3-1. La Côte d'Ivoire tient son match de référence et confirme son leadership de la poule E. En attendant, l'Égypte en 8e de finale mercredi. Dans l'autre match, la Guinée équatoriale domine la Sierra Leone sur un score étriqué d'1-0. Un succès qui permet aux Alandes nationales de la Guinée équatoriale de se qualifier. Tout le contraire pour la Sierra Leone éliminée.
Un reportage d'Arsène Kouassi. Cette victoire, les éléphants, les Ivoiriens l'attendaient. Cela faisait longtemps que les éléphants ne nous avaient pas tant fait plaisir. Hier, c'est un éléphant en colère, toute défense dressée, qui rêvait de vengeance, qu'il nous a été donné de voir, aux dépens bien sûr des pauvres Fennecs qui, eux, auraient aimé ne pas se retrouver sur notre chemin. La population célèbre avec ferveur la victoire des éléphants face aux Fennecs d'Algérie. Elles sont heureuses de voir leur équipe qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Yopougon place Figayo. De nombreux supporters ne boudent pas leur joie. Des artistes également de la partie pour célébrer la victoire des éléphants. Des supporters confiants. Pour eux, cette rencontre face à l'Algérie était déjà un acquis. Avant l'entame du match, des pronostics en faveur des éléphants. Oui. 5-0. Un match très attendu des Ivoiriens qui se regroupent dans des espaces aménagés dans les quartiers, sur le lieu de travail, dans les espaces de divertissement. On attend impatiemment le premier but. Les éléphants ouvrent le score avec un but de Franck Yannick Kessier. C'est listé. Sangaré en fait de même. Difficile pour les Ivoiriens de contenir leur joie. Les matchs des éléphants sont des moments propices pour les espaces de nuit. Les clients s'y retrouvent. C'est un regain d'activité pour nous autres. Tant que les Ivoiriens vont loin, nous également, ça galvanise nos recettes. Et donc, on bénéficie à deux niveaux, tant au niveau financier qu'au niveau patriotique. Village Khan Figayo de Yopougon. C'est sur cet espace très prisé que de nombreux supporters fougueux suivent avec attention ce match Côte d'Ivoire-Algérie. Gonflés à bloc, les éléphants de Côte d'Ivoire décident d'en finir avec les Algériens. Et survint le 3e but de Nicolas Pépé. Les supporters à leur tête, Madame le ministre de la Culture, expriment leur joie. Ce 3e match contre l'Algérie, ça nous rassure de voir une équipe qui a monté en puissance avec tous les attaquants qui sont en pleine forme pour la suite de la compétition. Sur le score de 3-1, les éléphants de Côte d'Ivoire se qualifient ainsi avec panache pour les 8e de finale. Ils terminent premiers de la poule E, une grande revanche face à l'Algérie qui, on se rappelle, avait sorti la Côte d'Ivoire de la CAN 2019 en Égypte. Les Ivoiriens, encore plus fiers de leur équipe, dansent et chantent en attendant les 8e de finale à remporter contre les pharaons d'Égypte. Un autre contentieux footballistique à régler. Nos admirables éléphants, désormais plus forts que jamais, plus grands que jamais, plus motivés que jamais, gardent donc à quiconque osera nous défier. Et si on dansait pour célébrer tout ça, je vous propose la danse ban. Elle se pratique dans le département d'Oumé, à Diegonefla. En attraction, le goli venu de Dimbokro, du V baoulé et le balafon sorti du terroir Sénoufo. Une communion parfaite de ces danses avec celle d'Egban. Nous sommes au Festi Diego, un festival de la ville de Diegonefla qui se veut le creuset du vivre ensemble et de la promotion de la culture Gban. Une initiative de l'ONG Fierté de Diegonefla, soutenue par la mairie. Nos objectifs sont de créer le développement au niveau de Diegonefla, créer un clivage de rencontres, de cohésion, de paix au niveau des communautés qui vivent au niveau de Diegonefla. La place Kaouli, transformée en une salle de spectacle. Prestation d'artistes traditionnels, soutenue par le groupe Samansa et d'humoristes de renom. Tout est mis en place pour faire vivre un passage inoubliable aux visiteurs de Diegonefla, à la grande satisfaction de l'autorité municipale. Moi, en tant que maire de la commune, je suis soucieux de soutenir, de promouvoir, d'encourager toutes les initiatives qui sont dans le sens social, qui sont dans le sens de la cohésion. Nous voulons donc, à travers ce festival, raffermir la paix sociale ici à Diegonefla et montrer par la même occasion ce que Diegonefla a de potentialité en termes de culture. Le Festi Diego est à sa 2e édition. C'est un reportage de Théodore Zouzou et Jean-Marc Djadji. Le Ghana pleure des morts. Un camion transportant des explosifs a sauté après un accident de la route jeudi dans l'ouest du pays. Le
Le premier bilan officiel fait état de 17 décès et de 59 personnes blessées, dont certaines dans un état critique. Les premiers éléments fournis par les autorités ghanéennes évoquent une collision entre le camion bourré d'explosifs et d'autres véhicules dans la localité d'Apiaté. Les accidents meurtriers liés au secteur minier sont fréquents au Ghana, mais il s'agit le plus souvent de l'effondrement de mines artisanales, le plus souvent illégales. Au Mali, un hommage national est rendu ce vendredi à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé dimanche dernier. Un deuil national de 3 jours à compter de ce vendredi a été décrété par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. 2 temps forts sont annoncés pour la journée, la cérémonie d'hommage et l'inhumation d'Ibeka dans un cadre familial. Selon des informations, c'est chez lui, dans sa maison, qu'Ibeka sera inhumé. Les plus hautes autorités maliennes, parmi lesquels des auteurs du coup d'État d'août 2020 qui a renversé le défunt, sont annoncés à la cérémonie d'hommage. Au Libéria également, un deuil national de 3 jours a été décrété par le président George Weah suite à la mort de 29 personnes, au moins dans un mouvement de foule la nuit de mercredi à jeudi. Cela s'est produit lors d'un rassemblement religieux en périphérie de Monrovia. Le rassemblement se faisait autour d'un prédicateur populaire. Selon des images diffusées sur les médias et les réseaux sociaux, l'événement a attiré une foule nombreuse. L'accident a déclenché un débat sur les règles de sécurité lors des rassemblements. Et nous sommes la chaîne qui rassemble dans le bonheur sans accident. À demain.